Une des caractéristiques les plus remarquables de la physique atomique est la relation toute nouvelle qu'elle établit entre des phénomènes observés dans des conditions expérimentales dont la description exige des concepts élémentaires différents. Quelque contradictoires que puissent paraître ces expériences lorsqu'on essaie de représenter le cours des processus atomiques selon les méthodes classiques, il faut les considérer comme complémentaires en ce sens qu'elles représentent des systèmes atomiques, une connaissance également essentielle et qu'ensemble elles épuisent cette connaissance. La notion de complémentarité n'implique en rien une renonciation à notre position d'observateur détaché de la nature. Elle doit être considérée plutôt comme l'expression logique de notre situation en face d'une description objective dans ce domaine de l'expérience. En reconnaissant que l'interaction entre les instruments de mesure et les systèmes physiques étudiés constitue une partie intégrante du phénomène quantique, nous avons non seulement découvert une limitation insoupçonnée de la conception mécaniste de la nature qui attribue des propriétés définies aux systèmes physiques eux-mêmes, mais nous avons été obligés dans la mise en ordre de notre expérience de porter une attention particulière au problème de l'observation. Pour en revenir à la question bien débattue de ce que l'on doit exiger d'une explication physique, rappelons que la mécanique classique renonce déjà à donner une cause au mouvement uniforme. De plus, la théorie de la relativité nous a appris comment il faut traiter les arguments d'invariance et d'équivalence comme catégorie de l'explication rationnelle. De même, la description complémentaire de la physique quantique représente pour nous une nouvelle généralisation logique qui permet d'inclure des lois à la fois décisives pour l'explication des propriétés fondamentales de la lumière et sortant du domaine d'une description déterministe. L'histoire de la physique nous démontre ainsi comment l'exploration de domaines d'expérience toujours plus vastes nous révèle des limitations insoupçonnées de nos idées accoutumées et nous ouvre des voies nouvelles pour restaurer l'ordre logique. Comme nous allons le montrer maintenant, la leçon d'épistémologie que nous devons au progrès de la physique atomique nous rappelle des situations analogues qui se présentent bien au-delà des frontières de la physique, dont la description et la mise en ordre de l'expérience. Elle va nous permettre aussi de trouver des traits communs qui nous aideront dans la recherche d'une unité de la connaissance. Le premier problème que l'on rencontre lorsqu'on quitte le domaine propre de la physique est celui de la place des organismes vivants dans la description des phénomènes naturels. À l'origine, on ne faisait aucune distinction nette entre matière animée et inanimée. On sait qu'Aristote, en soulignant le caractère global des organismes individuels, s'opposa aux idées des atomistes et qu'il retint même dans sa discussion des fondements de la mécanique, des idées comme celles de finalité et de puissance. Cependant, les grandes découvertes de la Renaissance en anatomie, en physiologie et surtout l'avènement de la mécanique classique qui éliminait dans sa description déterministe toute référence à une fin, firent apparaître une conception purement mécaniste de la nature. On pouvait en effet rendre compte d'un grand nombre de fonctions organiques par les propriétés physiques et chimiques même de la matière, et celle-ci s'expliquait largement par de simples idées atomistiques. Il est vrai que la structure et le fonctionnement des organismes comportent une mise en ordre des processus atomiques qu'il a parfois paru difficile de concilier avec les lois de la thermodynamique, car celle-ci implique une tendance continue au désordre parmi les atomes qui constituent un système physique isolé. Mais si l'on tient suffisamment compte du fait que l'énergie libre nécessaire au maintien et au développement des systèmes organiques leur est sans cesse fournie par leur entourage grâce à la nutrition et la respiration, il devient clair qu'il ne peut être question ici d'une violation quelconque des lois générales de la physique. On a fait au cours de ces dernières décennies de grands progrès dans la connaissance de la structure et du fonctionnement des organismes. Il est en particulier devenu évident que les lois quantiques y jouent un rôle qui, sous bien des rapports, est fondamental. C'est en effet sur ces lois qu'est fondée la remarquable stabilité des structures moléculaires extrêmement complexes responsables dans les cellules des propriétés héréditaires de l'espèce. De plus, les recherches sur les mutations qui se produisent lorsqu'on expose des organismes à un rayonnement pénétrant ont conduit à une application frappante des lois statistiques de la physique quantique. On a également découvert que la sensibilité des organes de perception, si importante pour l'intégrité des organismes, s'approche du niveau des processus quantiques individuels et que les mécanismes d'amplification y jouent un rôle important, notamment dans la transmission de messages nerveux. Tout ce développement nous a ramené, mais sous une forme toute nouvelle, au point de vue mécaniste en face des problèmes biologiques. Mais en même temps, une question se posait avec acuité. Est-ce qu'une comparaison avec des systèmes hautement complexes et raffinés, tels que les constructions industrielles modernes ou les machines à calculer électroniques, constitue une base suffisante pour une description objective des entités autorégulatrices qui constituent les organismes vivants? Pour en revenir
à l'enseignement épistémologique général que nous a donné la physique atomique, il faut avant tout nous rappeler que les processus clos étudiés en physique quantique ne sont pas immédiatement analogues aux fonctions biologiques qui exigent pour leur entretien un continuel échange de matière et d'énergie avec leur entourage. De plus, en montant une expérience permettant de contrôler ces fonctions jusqu'à obtenir une description bien définie en termes physiques, on supprimerait du même coup la libre manifestation de la vie. Montrant. Mais ce fait même suggère une attitude en face du problème de la vie qui permet un juste équilibre entre les méthodes d'approche mécaniste et finaliste. De même que le quantum d'action apparaît dans la description des phénomènes atomiques comme un élément pour lequel une explication n'est ni possible ni requise, de même le concept de vie est un concept élémentaire en biologie. Dans cette science, l'existence et le développement même des organismes vivants nous apparaissent comme manifestation des possibilités de cette nature à laquelle nous appartenons, et non comme résultat d'expériences que nous puissions faire nous-mêmes. En fait, nous devons reconnaître que les conditions d'une description objective sont remplies, du moins dans leur tendance générale, par la manière typiquement complémentaire dont en biologie l'on se sert, d'une part, d'arguments fondés sur toutes les ressources de la physique et de la chimie, et d'autre part de concepts qui transcendent la portée de ces sciences, se réfèrent directement à l'intégrité de l'organisme. Référent. Le point décisif est ici que seul le renoncement à une explication de la vie au sens ordinaire du mot nous donne la possibilité de tenir compte de ses caractéristiques. Bien entendu, en biologie comme en physique, nous conservons notre position d'observateur extérieur. Seule est en question la différence des conditions nécessaires pour une mise en ordre logique de l'expérience. Et ceci s'applique aussi à l'étude du comportement inné ou conditionné des animaux et de l'homme, comportement dont la description se fait immédiatement à l'aide des concepts psychologiques. Même du point de vue behavioriste, il n'est guère possible de se passer de ces concepts et l'idée même de conscience s'impose à nous dès que nous nous trouvons devant un comportement si complexe que sa description implique virtuellement l'introspection de l'organisme individuel. Behaviorisme. Il s'agit ici d'applications s'excluant mutuellement des mots d'instinct et de raison. On le voit en considérant à quel point le comportement instinctif est refoulé dans les sociétés humaines. Bien qu'il nous soit toujours très difficile de rester des observateurs détachés quand nous essayons de rendre compte de nos états de conscience, il est possible néanmoins, même en psychologie humaine, de remplir assez largement les conditions d'une description objective. Notons à ce propos un fait remarquable. Tandis qu'au premier stade de la physique, on a pu se fier directement à des traits de l'expérience journalière qui permettaient une représentation causale simple, la description de notre vie mentale s'est faite dès l'origine à un langage essentiellement complémentaire. En vérité, la riche terminologie qui sert à la communication psychologique ne se réfère pas à une chaîne ininterrompue d'événements, mais plutôt à des expériences qui s'excluent mutuellement et sont caractérisées par des coupures différentes entre le contenu sur lequel est focalisée l'attention et l'arrière-plan que nous désignons comme nous-mêmes. Un exemple particulièrement frappant en est offert par la relation que présentent entre elles les situations où nous pesons les motifs de nos actions et celles où nous ressentons un sentiment de volition. C'est plus ou moins intuitivement que l'on sent un tel déplacement de coupure dans la vie normale, mais en psychiatrie, l'on connaît des symptômes appelés confusion des égos, qui peuvent conduire à la dissolution de la personnalité. L'usage de caractères contradictoires en apparence se rapportant à des aspects également importants de la conscience humaine présente une analogie remarquable avec notre situation en physique atomique, où les phénomènes complémentaires exigent pour leur définition des concepts élémentaires différents. Avant tout, le fait que le mot même de conscience se réfère à des expériences susceptibles d'être retenues par la mémoire suggère une comparaison entre les expériences conscientes et les observations physiques. Dans une telle analogie, l'impossibilité de donner un contenu bien défini à l'idée de subconscient correspond à l'impossibilité d'une interprétation intuitive du formalisme de la mécanique quantique. Incidemment, on peut dire que le traitement psychanalytique des névroses rétablit l'équilibre dans le contenu de la mémoire du patient en lui apportant une nouvelle expérience consciente plutôt qu'il ne l'aide à sonder les abîmes de son subconscient. D'un point de vue biologique, on ne peut interpréter les traits caractéristiques des phénomènes psychiques qu'en concluant que toute expérience consciente laisse dans l'organisme une impression résiduelle. Cette dernière se ramène à l'enregistrement irréversible par le système nerveux du résultat de processus qui échappent à l'introspection et se prête difficilement à une définition exhaustive par la méthode mécaniste. Ces enregistrements dans lesquels entrent en jeu les interactions de nombreuses cellules nerveuses sont sans aucun doute complètement différents de ces structures permanentes de cellules individuelles dont dépend la reproduction génétique.
Du point de vue finaliste, cependant, on peut souligner non seulement l'utilité des enregistrements permanents pour nos réactions à des stimuli ultérieurs, mais encore l'importance du fait que les générations suivantes ne sont pas encombrées par les expériences personnelles des individus et qu'elles peuvent se reposer sur la reproduction des propriétés de l'organisme qui se sont montrées utiles dans l'acquisition et l'utilisation des connaissances. Si nous voulons tenter de poursuivre cette recherche, nous devons évidemment être préparés à rencontrer à chaque étape des difficultés croissantes. Il est clair que les concepts simples de la physique deviennent de moins en moins applicables à mesure que l'on approche davantage des aspects des organismes vivants qui sont liés à la conscience. Pour illustrer cette argumentation, nous allons rappeler brièvement le vieux problème du libre arbitre. D'après ce qui vient d'être dit, l'on ne peut se passer du mot vouloir pour décrire complètement les phénomènes psychiques. Le problème ici est de savoir dans quelle mesure nous pouvons parler d'une liberté d'agir selon nos possibilités. Tant que l'on reste à un point de vue strictement déterministe, l'idée d'une telle liberté est évidemment exclue. Mais ce que nous a appris la physique atomique, notamment sur la portée limitée d'une description mécaniste des phénomènes biologiques, suggère que la capacité des organismes à s'adapter à leur milieu doit inclure celle de choisir le moyen le plus approprié à cette fin. Comme il est impossible de juger de telles questions sur une base purement physique, il importe de reconnaître que l'expérience psychologique peut offrir sur ces problèmes des informations plus intéressantes. En effet, si nous essayons de prédire ce qu'une autre personne décidera de faire dans une situation donnée, nous chercherons d'abord à connaître tout ce qui la détermine, y compris l'histoire de sa vie et tout ce qui a pu contribuer à former son caractère. Mais le point essentiel est que nous essaierons finalement de nous mettre à sa place. Bien entendu, il est impossible de dire si quelqu'un veut faire quelque chose parce qu'il croit qu'il le peut, ou s'il le peut parce qu'il le veut, mais on ne peut guère nier que nous ayons le sentiment de pouvoir en quelque sorte tirer le meilleur parti de circonstances données. Du point de vue de la description objective, rien ne peut être ajouté ni retiré à cela, et c'est en ce sens que nous avons le droit de parler pratiquement aussi bien que logiquement de libre arbitre, expression qui laisse un jeu convenable pour l'emploi de mots tels qu'espoir et responsabilité, dont chacun séparément est aussi peu définissable que les autres mots nécessaires à la communication entre les êtres humains. Ces considérations touchent de près aux implications épistémologiques de ce que nous avons appris des progrès de la physique sur notre position d'observateur. En renonçant aux conditions habituellement exigées d'une explication, nous avons obtenu en échange des moyens logiques de mettre de l'ordre dans des domaines d'expérience plus vastes, moyens qui nous ont obligés à porter l'attention sur la ligne de séparation entre sujet et objet. Puisque l'on parle parfois dans la littérature philosophique de différents niveaux d'objectivité, de subjectivité ou même de réalité, on peut souligner ici que la notion d'un sujet ultime, aussi bien que des concepts comme ceux de réalisme et d'idéalisme, n'ont pas de place dans une description objective telle que nous l'avons définie, mais cela n'implique évidemment aucune limitation de la portée de notre étude. Après avoir abordé quelques-uns des problèmes qui touchent à l'unité de la connaissance, je passerai à la question suivante de notre programme. Existe-t-il une vérité poétique, spirituelle ou culturelle distincte de la vérité scientifique ? Avec toute la réserve que doit avoir un physicien en abordant de tels domaines, je tenterai de faire quelques remarques sur ce problème en partant du point de vue qui vient d'être indiqué. Une fois reconnu le lien qui existe entre nos moyens d'expression et le champ d'expérience auquel il s'applique, nous nous trouvons du même coup devant les rapports entre l'art et la science. Si l'art nous enrichit, c'est parce qu'il nous fait sentir des harmonies qui transcendent nos analyses systématiques. On peut dire que la littérature, la peinture et la musique forment une suite de modes d'expression qui renoncent toujours davantage à la définition, qui est caractéristique de la communication scientifique et laisse par suite un plus libre jeu à l'imagination. En particulier, ce but est atteint en poésie par la juxtaposition de mots qui se rapportent à des situations d'observateurs changeantes et unissent ainsi dans l'émotion des aspects multiples de l'expérience humaine. Sans négliger l'inspiration nécessaire à toute œuvre d'art, on peut noter sans irrévérence que même au point culminant de son ouvrage, l'artiste se fonde sur les bases humaines et qui nous sont communes à tous. En particulier, il faut se rendre compte qu'un mot tel qu'improvisation, qui vient si aisément à la bouche lorsqu'on parle de réussite artistique, signale un trait essentiel de toute communication. Déjà dans la conversation ordinaire, nous sommes plus ou moins inconscients des expressions que nous allons choisir pour communiquer notre pensée, mais dans les écrits eux-mêmes, où il nous est loisible de reconsidérer chaque mot, la décision finale de le laisser ou de le modifier équivaut essentiellement à une improvisation. D'ailleurs, l'équilibre entre le sérieux et l'humour qui caractérise
toutes les vraies réussites artistiques nous rappellent des aspects complémentaires qui nous frappent dans les jeux d'enfants et qu'apprécie également l'homme mûr. Si nous nous efforcions de toujours parler tout à fait sérieusement, nous risquerions très vite de paraître ridiculement ennuyeux à ceux qui nous écoutent et à nous-mêmes. Mais si nous essayons de plaisanter sans arrêt, notre humeur et celle de nos auditeurs seront bientôt aussi désespérées que celle des bouffons de Shakespeare. Dans une comparaison entre la science et l'art, nous ne devons naturellement pas oublier que la première consiste en efforts systématiques pour augmenter notre expérience et développer des concepts appropriés à sa mise en ordre, à peu près comme on apporte et rassemble les pierres d'une construction. Dans l'art, au contraire, nous trouvons des efforts plus individuels, plus intuitifs pour éveiller des sentiments qui évoquent la totalité de notre situation. Nous sommes parvenus ici à un point où la question de l'unité de la connaissance devient ambiguë comme le mot de vérité lui-même. En effet, lorsque nous cherchons des valeurs spirituelles et culturelles, nous sommes encore ramenés à des problèmes épistémologiques qui sont liés à l'équilibre entre nos désirs d'obtenir de la vie une vue d'ensemble qui l'embrasse en ses multiples aspects et notre faculté de nous exprimer logiquement sans contradiction. La science qui cherche à développer des méthodes générales pour la mise en ordre de l'expérience commune des hommes et les religions issues d'une exigence d'harmonie dans notre conception du monde et dans nos relations sociales partent de points essentiellement différents. Pour chaque religion, l'ensemble des connaissances que possédait à l'époque la société correspondante a été naturellement inclus dans le cadre général dont le contenu primitif était constitué par les valeurs et les idéaux mis en relief dans le culte et la foi. C'est pourquoi l'indissoluble lien entre cadre et contenu n'attira guère l'attention jusqu'à ce que le progrès de la science eût renouvelé notre cosmologie et notre théorie de la connaissance. Bien des exemples de l'histoire illustrent cette dernière évolution. Rappelons en particulier le schisme profond entre science et religion qui se fit à l'époque de la Renaissance quand se développa la conception mécaniste de la nature. Bien des phénomènes considérés jusque-là comme manifestations de la providence divine apparurent alors comme des conséquences des lois générales et immuables de la nature. D'autre part, dans ses méthodes et ses points de vue, la physique cessa complètement de mettre l'accent sur les valeurs et les idéaux humains, comme le fait essentiellement la religion. Il en résulta que les écoles de philosophie empirique et critique prirent une attitude commune correspondant à une distinction plus ou moins claire entre connaissance objective et croyance subjective. En mettant en évidence la nécessité dans une communication sans ambiguïté de tenir compte du point où se situe la séparation entre le sujet et l'objet, les développements modernes de la science ont créé une base nouvelle pour l'usage de mots tels que connaissance et croyance. Avant tout, une fois reconnues les limitations intrinsèques de la notion de causalité, un cadre est créé dans lequel l'idée de prédestination universelle est remplacée par le concept d'évolution naturelle. En ce qui concerne l'organisation des sociétés humaines, on peut noter en particulier que la description de la position de l'individu dans la communauté présente des aspects typiquement complémentaires liés à la frontière fluctuante entre l'estimation des valeurs et l'arrière-plan d'où elles sont jugées. Toute société stable réclame certes un jeu correct, précisé par des règles juridiques. D'autre part, la vie sans l'attachement à la famille et aux amis serait évidemment privée de quelques-unes de ses valeurs les plus précieuses. Cependant, bien que la combinaison la plus intime possible entre la justice et la charité soit un but commun à toutes les cultures, il faut reconnaître que tout ce qui exige la stricte application de la loi empêche la charité de se manifester. Inversement, la bienveillance et la compassion peuvent entrer en conflit avec l'idée de justice. Ce point est illustré mythologiquement dans bien des religions, par le combat entre les divinités qui représentent ces idéaux. L'antique philosophie orientale le souligne également lorsqu'elle nous avertit de ne jamais oublier, dans notre quête de l'harmonie vitale, que nous sommes sur la scène de l'existence à la fois acteurs et spectateurs. En comparant des cultures différentes qui reposent sur des traditions issues d'événements historiques, nous nous heurtons à la difficulté d'apprécier la culture d'une nation en nous appuyant sur des traditions d'une autre. Sous ce rapport, on a parfois décrit la relation entre cultures nationales comme complémentaires, bien que ce mot ne puisse être pris dans le sens strict où il est unité en physique atomique et dans l'analyse psychologique que nous avons affaire à des caractéristiques invariables de notre situation. Souvent, le contact entre les nations a conduit à une fusion des cultures qui conservaient des éléments valables des traditions nationales. D'autre part, les recherches anthropologiques deviennent peu à peu une source de lumière de plus en plus importante, éclairant les traits communs au développement des diverses civilisations. On voit que le problème de l'unité de la connaissance est intimement lié à notre quête d'une compréhension universelle destinée à élever la culture humaine. En concluant cette conférence,
Je sens que je dois m'excuser de m'être référé si souvent en parlant de sujets aussi généraux au domaine limité de la connaissance que représente la physique. J'ai essayé cependant d'indiquer une attitude générale qui est suggérée par les profondes leçons reçues de nos jours en ce domaine et qui me paraît présenter de l'importance dans le problème de l'unité de la connaissance. Cette attitude peut être caractérisée comme un effort pour comprendre harmonieusement des aspects toujours plus vastes de notre situation, effort fondé sur la reconnaissance du fait qu'aucune expérience n'est définissable sans un cadre logique et qu'aucun manque d'harmonie ne peut être levé si l'on élargit convenablement ce cadre conceptuel.